Le respect ne s'explique pas, il se démontre. Les mots l'annoncent, mais seuls les actes le confirment. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, peu ont la force de parler par leurs actes. Et c'est là la différence entre celui qui cherche de l'attention et celui qui impose le respect sans dire un seul mot. Le respect ne vient pas d'être aimable, il vient d'être ferme, de rester le même que l'on soit observé ou non. Parce que n'importe qui peut dire ce qu'il ferait, mais seul celui qui accomplit, même si personne ne le voit, est digne d'être pris au sérieux. Les actions répétées, les décisions difficiles et le contrôle de soi construisent une présence qui n'a pas besoin de se défendre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Le respect commence à l'intérieur, dans la façon dont tu te traites, dans les limites que tu fixes, dans la parole que tu tiens, même lorsque la fatigue te tente de la lâcher. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit, tu renforces cette autorité silencieuse qui n'a pas besoin d'approbation. Et c'est précisément là que naît le véritable respect, dans l'équilibre entre la fermeté et le calme, entre la discipline et la dignité. Parce qu'au final, peu importe combien tu parles, si tes actes ne le soutiennent pas, l'écho s'éteint. Mais quand ta vie est soutenue par tes actions, même le silence ne peut pas cacher la force que tu projettes. 1. Tiens toujours ta parole. Tenir ta parole est comme forger une épée. Ce n'est pas réalisé en un seul coup, mais avec répétition, feu et résistance. Chaque promesse tenue aiguise ton caractère. Chaque action cohérente durcit ta réputation. Alors que beaucoup parlent de ce qu'ils feront, tu le fais simplement. Et cette différence trace la ligne entre celui qui inspire le respect et celui qui cherche seulement l'attention. Tenir ta parole, même quand personne ne regarde, est le type de discipline qui construit une véritable autorité, celle qui n'a pas besoin de crier ni de justifier. Les gens font plus confiance à ce que tu fais qu'à ce que tu dis. Une promesse brisée peut détruire des années de crédibilité, tandis qu'une promesse tenue, même petite, peut cimenter le respect pendant longtemps. La parole est un engagement envers soi-même avant d'être un engagement envers les autres. Si tu promets quelque chose et que tu ne le tiens pas, tu ne trompes pas celui qui t'écoute, tu t'affaiblis toi-même. Chaque fois que tu manques à ta parole sans assumer la responsabilité, ton caractère se fracture un peu plus. Et à la fin, ce que les gens perçoivent n'est pas ton intention, mais ta constance. Tenir ta parole ne sera pas toujours confortable. Il y aura des jours où la fatigue te chuchotera des excuses et les circonstances t'offriront des sorties faciles. Mais c'est précisément là que se mesure la différence entre ceux qui disent et ceux qui font. Tenir quand ça coûte, quand ça ne convient pas, quand personne ne le remarquera, c'est ce qui définit l'intégrité. Parce que celui qui tient seulement quand c'est facile n'a pas de valeur, il a de la commodité. La véritable force est de tenir à ce que tu as dit même quand personne ne l'exige. Le respect ne se construit pas dans les grands moments, mais dans les petits actes répétés. Arriver à l'heure, accomplir une tâche, tenir une promesse simple, dire « je le ferai » et le faire sans tarder. Ces choses minimes, ignorées par beaucoup, sont les briques invisibles du respect. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention soutenue. Si tu te trompes, assume, présente tes excuses, corrige. C'est aussi tenir ta parole, parce que cela démontre la maturité et la responsabilité. Ne pas tenir n'est pas toujours échouer, mais l'ignorer l'est toujours. Tenir ta parole signifie aussi se taire quand tu sais que tu ne tiendras pas. Ne promets pas ce que tu n'es pas prêt à soutenir. Il vaut mieux dire « je verrai ce que je peux faire » que de remplir l'air de promesses vides. Le respect se perd rapidement lorsque les mots pèsent moins que le silence. Promettre peu et accomplir beaucoup est une démonstration de pouvoir intérieur. Cela te donne le contrôle, te garde libre, parce que tu ne dépends pas d'impressionner, tu dépends d'agir. Et dans cet équilibre entre parler moins et faire plus, le respect fleurit sans avoir besoin de le demander. Tenir ta parole est une pratique quotidienne. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une habitude. Commence par les petites choses, ce que tu as dit que tu ferais aujourd'hui, ce que tu t'es promis à toi-même. Fais-le même si tu n'en as pas envie, même si personne ne le remarque. Parce que chaque fois que tu tiens, tu te renforces, et chaque fois que tu échoues, tu t'éloignes un peu de toi-même. Le respect,
que tu inspires aux autres reflètera toujours le respect que tu te portes à toi-même. Tiens ta parole, non pas pour prouver quelque chose, mais parce que ton intégrité vaut plus que n'importe quelle excuse. À la fin, les gens oublient ce que tu as dit, mais ils n'oublient jamais ce que tu as fait. Et là, dans ce registre silencieux de tes actions, c'est là que ton vrai nom est écrit. 2. Démontre plus, parle moins. Les actions sont comme des empreintes dans le sable mouillé. Le vent peut effacer les mots, mais les pas que tu laisses derrière toi racontent la véritable histoire de qui tu es. Les gens ne se souviennent pas de tes discours, ils se souviennent de ce que tu as fait quand les choses se sont compliquées. Chaque fois que tu choisis d'agir, plutôt que de te justifier, tu laisses une marque qui n'a pas besoin de défense. Parler est facile, mais assumer le poids de tes propres décisions est ce qui distingue celui qui tient parole de celui qui ne cherche que de l'attention. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu, mais peu de gens veulent démontrer. Les réseaux, les opinions et les promesses remplissent l'air de bruit, mais la véritable autorité ne se crie pas, elle se démontre. Le respect naît lorsque ton comportement reste ferme, même lorsque personne ne te regarde. Les gens peuvent admirer tes paroles pour un moment, mais ils ne te feront confiance que lorsqu'ils verront une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Cette cohérence est un pouvoir silencieux, et celui qui l'a n'a pas besoin de s'expliquer. L'excès de mots est le refuge des insécures. Plus tu parles de ce que tu feras, moins d'énergie il te reste pour le faire. Alors que certains s'épuisent à essayer de convaincre, ceux qui agissent avancent sans l'annoncer. Les résultats parlent toujours la langue la plus claire qui existe, celle des faits. Tu peux passer des années à essayer de construire une image avec des mots, mais quelques secondes d'action suffisent pour révéler ta vérité. C'est pourquoi le respect ne se discute pas. Il se gagne à chaque décision que tu prends lorsque personne ne te voit. Démontrer plus et parler moins implique également de maîtriser son ego. Le désir constant de reconnaissance est une forme de faiblesse. Celui qui a besoin de valider chaque pas qu'il fait ne fait pas encore confiance à son propre chemin. En revanche, celui qui agit en silence sait que les fruits arrivent sans bruit. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche des résultats. Sa tranquillité vient du fait qu'il n'a pas besoin que les autres croient en lui, car il le démontre déjà par sa façon de vivre. Les mots ne sont nécessaires que lorsqu'ils sont soutenus par des faits. Parler sans démontrer est comme allumer une bougie au milieu d'une tempête. Elle brille un moment, mais s'éteint rapidement. En revanche, les actes constants sont un feu qui perdure. Peu importe combien tu expliques tes intentions, si tes actions disent le contraire. Les gens n'écoutent pas ce que tu promets. Ils observent comment tu réagis, comment tu tiens bon, comment tu restes ferme. Si tes actes contredisent tes paroles, tu perdras le respect même avant de t'en rendre compte. Démontrer plus, c'est aussi choisir le silence comme stratégie. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas une explication. Parfois, le plus grand message est dans le calme avec lequel tu agis pendant que d'autres essaient de te provoquer. Cette sérénité est le signe de celui qui maîtrise ses impulsions et n'a pas besoin de bruit pour avoir une présence. Celui qui se tait et agit impose le respect sans le chercher. Les gens font confiance à celui qui est prévisible dans son caractère, pas à celui qui improvise sa cohérence en fonction du moment. Le respect ne se demande pas avec des mots, il se construit avec de la discipline. Si tes actions sont fermes, tu n'auras pas besoin de convaincre personne. Ne t'épuise pas à parler de ce que tu es, montre-le. N'essaie pas de prouver au monde que tu as de la valeur. Prouve-le d'abord à toi-même. Le silence et l'action sont des alliés puissants, car pendant que les autres essaient de briller avec du bruit, tu te distingues par ta constance. Et dans cet équilibre, entre ce que tu fais et ce que tu tais, naît le type de respect qui ne dépend de personne, celui qui reste même lorsque tu décides de ne rien dire. 3. Établissez des limites fermes. Le respect ressemble à un mur. Si vous ne le construisez pas clairement, n'importe qui peut entrer et laisser des traces où il ne le devrait pas. Les limites ne sont pas des murs qui vous isolent. Ce sont des lignes qui protègent votre énergie, votre temps et votre dignité.
Chaque fois que vous laissez passer quelque chose qui vous dérange par peur de paraître froid ou égoïste, vous donnez un morceau de votre pouvoir. Celui qui ne sait pas établir des limites vit à la merci des intentions des autres, mais celui qui les défend calmement projette de l'autorité sans avoir à élever la voix. Les limites ne s'expliquent pas, elles se maintiennent. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous ne tolérez plus certaines attitudes, ou pourquoi vous avez décidé de vous éloigner des environnements qui vous diminuent. Le respect commence lorsque vous cessez de craindre de décevoir les autres et commencez à craindre de vous trahir vous-même. Apprendre à dire non est l'un des actes les plus libérateurs qui existent, car il montre clairement que votre bien-être n'est pas négociable. Personne ne va le prendre soin pour vous. Celui qui se fâche parce que vous posez des limites est celui qui bénéficiait le plus du fait que vous ne les aviez pas. Être ferme ne signifie pas être agressif. Cela signifie avoir de la clarté, savoir jusqu'où vous pouvez donner sans vous briser, jusqu'où vous pouvez écouter sans vous perdre. Lorsque vous établissez vos propres limites, vous envoyez un message silencieux. Je me respecte assez pour ne pas permettre ce qui me fatigue. Cela change la façon dont le monde vous perçoit. Les gens vous traitent selon ce que vous permettez. Si vous laissez passer le manque de respect une fois, vous ouvrirez la porte pour qu'il se répète. Si vous maintenez votre position, même face au conflit, vous commencerez à être pris au sérieux. Beaucoup pensent que fixer des limites éloigne les gens, mais en réalité, cela attire les bonnes personnes. Le respect authentique grandit sur un terrain délimité. Si vous cédez toujours par peur du rejet, vous deviendrez facile à manipuler. Mais si vous apprenez à rester ferme, ceux qui apprécient votre présence sauront que vous êtes là parce que vous choisissez d'être là, pas parce que vous n'osez pas partir. Les limites ne détruisent pas les relations, elles filtrent celles qui ne méritent pas de continuer. Le véritable défi est de ne pas se sentir coupable. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à plaire, à être accepté, à éviter le conflit. C'est pourquoi, lorsque vous décidez de vous défendre, l'inconfort apparaît. Mais l'inconfort est le prix du respect de soi. C'est le silence qui sépare la faiblesse de la fermeté. Il ne s'agit pas d'élever des barrières émotionnelles, mais de reconnaître que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre énergie. Votre paix mentale vaut plus que n'importe quelle approbation temporaire. Les limites s'appliquent aussi à vous-même. Vous ne pouvez pas exiger le respect si vous êtes le premier à enfreindre vos propres règles. Ne promettez pas de repos si vous ne vous en donnez jamais. Ne parlez pas de discipline si vous cédez toujours à la paresse. Ne parlez pas d'amour propre si vous vous sabotez tous les jours. Le respect commence par là, par l'exemple que vous vous donnez. Si vous apprenez à respecter vos propres limites internes, les autres comprendront qu'avec vous, on ne joue pas parce qu'ils verront que vous ne vous trahissez pas non plus. Établir des limites est une façon d'éduquer le monde sur la façon de vous traiter. Si vous ne le faites pas, d'autres décideront pour vous. N'ayez pas peur de perdre des personnes, ayez peur de vous perdre. N'ayez pas peur de paraître distant, ayez peur de devenir invisible par manque de caractère. Le respect grandit là où il y a de la clarté, pas là où il y a de la confusion. Celui qui vous apprécie apprendra à marcher avec vous sans franchir vos lignes. Et celui qui ne le comprend pas n'est tout simplement pas prêt à être dans votre vie. Maintenez vos limites fermement, sans culpabilité, sans explication. Parce que lorsque vous savez ce que vous valez, vous n'acceptez plus rien de moins. Et cette certitude, plus que n'importe quel mot, est ce qui impose le respect. 4. Sois constant sous pression. La véritable force ne se voit pas quand tout est calme, mais quand le feu monte et que tu continues à avancer sans perdre le rythme. La pression révèle ce que tu es. Elle sépare ceux qui parlent de ceux qui résistent. Tout le monde peut garder son calme quand rien n'est en jeu, mais peu restent fermes quand le monde s'effondre. La constance sous pression est la marque des personnes qui inspirent le respect, car elles ne se rendent pas face à la difficulté. Elles s'adaptent, se durcissent et continuent. Quand la vie te demande plus que ce que tu crois avoir, c'est là que naît ton caractère. Beaucoup cherchent refuge dans les excuses, d'autres le trouvent dans l'action. Être constant ne signifie pas ne pas se fatiguer, cela signifie continuer malgré la fatigue. C'est garder le cap quand les autres changent de direction, c'est tenir ta parole quand les autres la brisent.
La pression ne détruit pas le fort, elle le façonne. Chaque défi, chaque obstacle, chaque moment où tu sens que tu ne peux plus, est une opportunité pour te prouver que tu le peux. Le respect ne s'obtient pas en gagnant une fois, mais en ne renonçant jamais. La constance donne de la crédibilité à tes paroles. Si les gens te voient persévérer quand la situation devient inconfortable, ils comprendront que ton engagement ne dépend pas du confort. En revanche, celui qui se brise à la première difficulté montre clairement que sa parole n'était que du vent. Il ne s'agit pas de résister aveuglément, mais de maintenir le cap avec intelligence, de t'adapter sans te rendre, de bouger sans perdre ton objectif. Être constant sous pression signifie aussi maîtriser tes émotions. Quand le stress te pousse à réagir, le respect se maintient en ne perdant pas le contrôle. Les gens font confiance à celui qui reste calme quand tout brûle. Non pas parce qu'il est insensible à la douleur, mais parce qu'il comprend que paniquer ne résout rien. La sérénité au milieu du chaos impose le respect, car elle reflète l'autocontrôle, et l'autocontrôle est le pouvoir. Tout le monde n'y parvient pas, mais ceux qui y parviennent laissent une empreinte indélébile sur ceux qui les entourent. La pression met aussi à l'épreuve ton engagement envers toi-même. Il est facile d'avoir de la discipline quand il y a de la motivation, mais le véritable test commence quand la motivation disparaît. Celui qui parvient à agir sans avoir besoin de se sentir inspiré démontre un niveau de maturité que peu atteignent. N'attends pas que les conditions soient parfaites, travaille même quand l'environnement est hostile. La constance ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, elle dépend de ce que tu as décidé à l'intérieur. Si ton objectif est ferme, l'environnement cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Être constant ne signifie pas ne pas échouer. Cela signifie ne pas abandonner après avoir échoué. Chaque erreur peut être un élan si tu l'utilises pour t'améliorer. Les gens qui respectent ton chemin ne le font pas parce que tu ne tombes jamais, mais parce que tu te relèves toujours. Personne ne fait confiance à la perfection, ils font confiance à la résistance. Quand tu continues à avancer malgré les doutes, les critiques ou la fatigue, tu projettes quelque chose de plus fort que le succès. Tu projettes du caractère. Et le caractère ne se feint pas. Il se démontre dans les jours difficiles, quand tout en toi veut s'arrêter et que tu choisis quand même de continuer. La pression n'est pas ton ennemi, c'est ton examen. C'est la façon dont la vie te demande combien tu désires vraiment ce que tu dis vouloir. Si tu apprends à la supporter sans te perdre, tu en sortiras plus sage, plus fort et plus respecté. La constance est le langage du respect silencieux, celui qui n'a pas besoin d'approbation ni d'applaudissements. Reste ferme, même quand personne ne te voit, même quand il n'y a pas de résultats immédiats. Car le respect, comme la force, se construit dans l'obscurité, quand tu restes debout alors que tous les autres ont déjà abandonné. 5. Garde tes valeurs intactes. Il y a des moments dans la vie où il semble plus difficile de rester ferme que de se rendre, où maintenir ses principes semble un acte inutile au milieu d'un monde qui change de moralité selon la commodité. Cependant, les valeurs sont comme l'axe d'une boussole. Peu importe combien l'environnement tourne, elles pointent toujours vers le nord. Celui qui renonce à ses valeurs pour l'acceptation, le confort ou la peur perd quelque chose de plus que la crédibilité, il perd le respect de lui-même. Maintenir ses valeurs intactes, c'est résister à la corruption de l'environnement, c'est soutenir ce que tu crois même si personne d'autre ne le comprend. La véritable force n'est pas d'imposer tes idées, mais de rester fidèle à elles sans avoir besoin de les justifier. Nous vivons à une époque où beaucoup vendent leurs principes pour attirer l'attention, où l'intégrité est devenue un luxe rare. Être cohérent est considéré comme démodé, et rester fidèle à ce que l'on croit semble aller à contre-courant. Mais c'est justement là que réside la différence entre celui qui cherche à plaire et celui qui construit le respect. Le premier change de position selon qui le regarde, le second reste le même s'il est regardé avec désapprobation. Maintenir ses valeurs n'est pas s'enfermer dans une rigidité aveugle, mais agir à partir de la cohérence. C'est savoir dire non même si on te traite de têtu, c'est ne pas trahir ta parole, même si l'opportunité semble tentante. Les valeurs sont le filtre qui sépare ce que tu peux faire de ce que tu dois faire.
Sans elle, n'importe quel chemin semble valide, et c'est le début du désordre interne. Une personne sans valeur claire devient un reflet des circonstances. Quelqu'un qui dépend de la direction du vent pour décider qui il est. Mais une personne avec des principes fermes, même au milieu du chaos, conserve son centre. Le respect naît de cette cohérence. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais s'ils perçoivent que tes actions ont une racine que tu ne changes pas facilement, ils auront confiance en toi. Les paroles sont emportées par le vent, mais les valeurs créent la réputation. Tu n'as pas besoin de parler d'honnêteté si tu la pratiques. Tu n'as pas besoin de prêcher l'humilité si tu la vis. Des valeurs ne se déclarent pas. Elles se montrent dans chaque choix, dans chaque réponse, dans chaque limite que tu décides de ne pas franchir même si personne ne te regarde. Maintenir ces valeurs implique aussi de perdre des choses. Cela te coûtera des opportunités, des amitiés et de la reconnaissance, car beaucoup ne tolèrent pas celui qui ne se vend pas. Mais ce que tu gagnes est bien plus précieux, la tranquillité, le caractère et le respect authentique. Les gens peuvent ne pas te comprendre aujourd'hui, mais avec le temps, ils se souviendront de toi comme d'une personne intègre, quelqu'un qui ne s'est pas plié. Le véritable respect arrive quand tu fais ce qui est juste, pas ce qui est pratique. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique même quand cela te laisse seul. Tes valeurs sont ton encre quand la vie essaie de t'entraîner. Elles sont la limite qui t'empêche de devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas. Si tu sacrifies ton éthique pour le confort, tu gagneras à court terme, mais tu te perdras à long terme. La cohérence ne brille pas toujours, mais elle perdure toujours. Celui qui maintient ses valeurs intactes, même dans l'obscurité, marche avec une paix que les autres ne comprennent pas, parce que son intégrité ne dépend pas du jugement des autres. Maintenir tes valeurs est un acte silencieux de rébellion dans un monde qui récompense le superficiel. C'est regarder dans le miroir et savoir que tu n'as pas vendu ton essence. Tu peux perdre beaucoup de choses, mais si tu conserves ton intégrité, tu conserves ce qui est le plus important, le respect de toi-même. Et celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin de supplier le respect des autres, car sa seule présence impose le sien. 6. Maîtrise tes réactions. Les émotions sont comme le feu. Si tu sais les contrôler, elles te réchauffent et te donnent de la force. Si tu les laisses brûler sans contrôle, elles te consument et te laissent en ruine. Maîtriser tes réactions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais le gouverner avec intelligence. Dans chaque situation difficile, tu as deux chemins. Réagir comme le dicte l'impulsion ou répondre comme le dicte la raison. La différence entre les deux définit le type de respect que tu inspires. Celui qui réagit par impulsion démontre sa faiblesse. Celui qui répond avec calme démontre sa puissance. Le respect se perd plus rapidement par une mauvaise réaction que par une erreur. Un moment de dérapage peut effacer des années de discipline. Les mots prononcés avec colère, les gestes faits avec frustration, les décisions prises en pleine colère laissent toujours des marques difficiles à réparer. Maîtriser tes réactions n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton énergie, que tout ne mérite pas une réponse. Plus tu maîtrises ton esprit, moins les autres ont de pouvoir sur toi. Les gens forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui gardent leur calme alors que tout le monde perd le contrôle. Le silence peut être plus intimidant que n'importe quel mot, car il montre le self-control. Celui qui réagit calmement projette la stabilité, et la stabilité impose le respect. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Prouver que tu ne perds pas la tête est déjà suffisant. Dans un monde plein de bruit, celui qui conserve la sérénité se démarque sans effort. Maîtriser tes réactions est aussi une forme de protection. Chaque fois que tu réponds impulsivement, tu donnes le contrôle à celui qui t'a provoqué. Tu deviens une marionnette du moment. En revanche, lorsque tu choisis de faire une pause, de respirer et de répondre avec clarté, tu reprends le pouvoir. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de l'utiliser à ton avantage. La colère peut devenir détermination, la tristesse peut se transformer en apprentissage, la peur peut te pousser à mieux te préparer. Tout dépend de qui commande, toi ou tes émotions. Apprendre à te maîtriser nécessite de la pratique.
Ce n'est pas quelque chose que tu accomplis en un jour. Commence par t'observer. Remarque ce qui te perturbe, ce qui te fait perdre ton calme, ce qui te fait perdre le contrôle. Cette prise de conscience est la première étape pour prendre les commandes. Lorsque tu parviens à identifier le point exact où tes émotions tentent de te dominer, tu peux décider. Et dans cette décision silencieuse naît le respect de soi. Parce que tu sais que tu pourrais perdre le contrôle, mais tu choisis de ne pas le faire. Le respect externe commence par ce respect interne. Personne ne fait confiance à quelqu'un dont l'humeur change comme le vent. Les gens respectent celui qui maintient l'équilibre, car il transmet la sécurité. Si tes réactions sont prévisibles, les autres sauront comment te manipuler. Mais si tu gardes le contrôle, personne ne pourra utiliser tes émotions contre toi. Le calme devient ton bouclier, la patience ton arme et le silence ta stratégie. Maîtriser tes réactions ne te rend pas faible, cela te rend sage. C'est la différence entre agir avec fierté et agir avec un but. Chaque fois que tu réussis à te contenir, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, tu construis le respect. La véritable force n'est pas dans la réponse rapide, mais dans la bonne réponse. Ne cède pas ton pouvoir à la colère ou à la provocation. Fais de ta sérénité ce dont les autres se souviennent. Parce que celui qui maîtrise ses réactions maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'a plus besoin de prouver son pouvoir, car il est devenu ce pouvoir. 7. Élève tes standards. Le niveau de respect que tu reçois est directement lié aux standards que tu acceptes pour toi-même. Les gens te traitent selon ce que tu permets, et la vie te répond en fonction de ce que tu tolères. Si tu abaisses tes standards par peur de te retrouver seul, tu perdras la force qui te distingue. Élever tes standards n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour-propre. C'est décider que ton temps, ton énergie et ta présence ne seront pas disponibles pour tout et pour tous. C'est comprendre que celui qui n'exige pas de qualité dans son environnement finit par s'adapter à la médiocrité. La plupart des gens veulent du respect sans changer leur comportement. Ils veulent des résultats différents, mais ils continuent à répéter les mêmes habitudes. Élever tes standards commence à l'intérieur, dans les petits détails qui définissent ta journée. C'est prendre soin de la façon dont tu parles, comment tu tiens tes promesses, comment tu maintiens ta parole. Ce n'est pas te contenter de la version confortable de toi-même, mais de celle qui t'exige plus. Il ne s'agit pas de te croire supérieur, mais de ne pas permettre que ton potentiel soit gaspillé par manque de discipline. Quand tu élèves tes standards, la vie commence à filtrer autour de toi. Certains s'éloigneront, et c'est un signe de croissance. Ceux qui ne sont pas prêts à s'améliorer avec toi chercheront à te faire sentir exagéré ou difficile, mais tu ne l'es pas. Tu n'es simplement plus prêt à vivre en dessous de ce que tu sais que tu mérites. Élever tes standards, c'est arrêter d'accepter des excuses vides, arrêter de justifier le manque de respect, arrêter d'investir de l'énergie dans ce qui ne te construit pas. Il ne s'agit pas de devenir inflexible, mais d'apprendre à protéger ta valeur. Le respect ne vient pas des exigences envers les autres, mais de l'exigence envers toi-même. Si tu respectes tes propres principes, si tu maintiens tes routines, si tu travailles même si personne ne te le demande, les gens le remarquent. L'effort constant projette une présence solide. Celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin de rappeler au monde sa valeur, il le démontre par la façon dont il vit. Et cette cohérence devient un aimant. Elle attire des opportunités, des personnes et du respect sans avoir à le demander. Élever tes standards signifie aussi apprendre à dire « ce n'est pas suffisant ». Non pas parce que tu es insatisfait, mais parce que tu sais que tu peux faire plus. Ne te contente pas de ce qui est confortable, car le confort endort la grandeur. Les personnes qui obtiennent du respect, de la stabilité et un but sont celles qui ne se sont pas contentées du minimum. Chaque standard que tu maintiens renforce ton caractère. Chaque fois que tu choisis la qualité sur la quantité, tu envoies un message clair. Je sais qui je suis et je sais ce que je mérite. Le danger de maintenir des standards bas est que tu finis par justifier ce qui te fait du mal. Tu acceptes moins d'attention, moins d'engagement, moins d'efforts, et ensuite tu te demandes pourquoi on ne te respecte pas.
Mais le respect ne vient pas de l'exigence de plus, il vient de l'exemple. Si tu ne te traites pas avec importance, personne d'autre ne le fera. Commence par l'essentiel. Comment tu te parles, comment tu prends soin de toi, comment tu affrontes tes objectifs. Si tu te prends au sérieux, les autres le feront aussi. Élever tes standards n'est pas une phase, c'est un style de vie. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. C'est apprendre à garder la tête haute, peu importe combien de fois on te renverse. C'est refuser de rester dans des endroits où tu ne grandis plus. C'est comprendre que le respect commence en toi. Garde les yeux fixés sur ce qui te représente vraiment et laisse le reste tomber de son propre poids. À la fin, ceux qui restent sont ceux qui sont à ta hauteur. Parce que quand tes standards s'élèvent, la qualité de tout ce qui t'entoure s'élève aussi. 8. Laisse tes résultats parler. Le bruit n'impressionne pas, les résultats si. Dans un monde où tout le monde essaie d'être vu, les vrais gagnants avancent en silence. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire, ils le font simplement. Et quand le résultat apparaît, il n'y a pas d'argument qui puisse le surpasser. Les faits sont impossibles à réfuter. Tu peux débattre des mots, mais tu ne peux pas nier les résultats. C'est pourquoi le respect le plus solide ne vient pas du discours, mais de la performance. Celui qui se concentre sur la démonstration n'a pas besoin de convaincre. Le problème est que beaucoup s'épuisent à expliquer ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ils sont obsédés par l'apparence du progrès plutôt que par le progrès réel. Ils parlent de projets qu'ils ne commencent jamais, de buts qu'ils n'exécutent jamais, de réalisations qui n'existent que dans leur esprit. Mais le respect ne se gagne pas en promettant, il se gagne en accomplissant. L'action silencieuse a plus d'impact que 1000 discours. Quand tes résultats parlent, personne n'a besoin d'une présentation, personne n'a besoin de justification. Ton travail devient ta carte de visite. Laisser tes résultats parler, c'est aussi apprendre à garder le silence quand d'autres doutent de toi. Ne perds pas d'énergie à discuter avec ceux qui ne comprennent pas ta vision. Le temps se charge de mettre chacun à sa place. Celui qui agit avec discipline et cohérence finit toujours par être entendu, même sans dire un mot. La patience est la meilleure alliée du respect, parce que pendant que les autres parlent, tu es en train de construire. Et quand tu as fini, tes réalisations sont si évidentes qu'il n'y a pas de discussion possible. Les résultats sont le miroir le plus fidèle de ton caractère. Ils reflètent combien tu as tenu ce que tu as promis, combien tu as travaillé dur quand personne ne regardait, combien tu as résisté quand le chemin est devenu difficile. Ils ne peuvent pas être falsifiés. Tu peux maquiller ton image, mais pas tes fruits. C'est pourquoi le respect authentique ne vient pas de la reconnaissance immédiate, mais de la constance avec laquelle tu produis des résultats au fil du temps. Chaque action cohérente s'accumule, chaque jour discipliné laisse une trace, chaque objectif atteint augmente ta voix sans que tu aies à parler. Laisser tes résultats parler ne signifie pas te cacher, cela signifie prioriser l'action sur la parole. C'est travailler quand les autres se distraient, c'est te concentrer sur ce qui dépend de toi et non sur l'approbation externe. Alors que d'autres cherchent l'attention, tu cherches l'amélioration. Et cela, avec le temps, se remarque. Parce que la différence entre celui qui promet et celui qui accomplit, c'est que l'un cherche des applaudissements et l'autre construit le respect. Le vrai respect ne nécessite pas d'explication, il se ressent. Quand tes résultats commencent à parler pour toi, tu n'as plus besoin de te défendre. Les gens peuvent ne pas t'aimer, mais ils ne peuvent pas nier ce que tu as accompli. Le silence de celui qui travaille avec un but finit toujours par être plus bruyant que la voix de celui qui ne fait que se vanter. C'est pourquoi ne réponds pas aux doutes avec des mots, réponds avec des faits. N'explique pas tes plans, exécute-les. Ne parle pas de tes limites, dépasse-les. Laisser tes résultats parler exige aussi de la patience. Les fruits ne poussent pas immédiatement, mais chaque jour d'effort laisse sa graine. Le respect ne se gagne pas avec des promesses ni des tentatives. Il se gagne avec la constance. Garde ton focus, laisse le temps être ton allié et que tes réalisations soient la preuve de ton caractère. Parce qu'à la fin, le respect le plus fort ne vient pas de ce que tu dis que tu es, mais de ce que tu as prouvé être. Et quand ta vie devient une preuve, les mots sont superflus. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien »
comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu tais. Une absence bien exécutée a plus d'impact que 1000 mots prononcés dans le désespoir. Celui qui maîtrise l'art de disparaître ne perd pas de pouvoir, il le multiplie. Gardant les relations, le silence n'est pas un vide, c'est une stratégie qui redéfinit qui a le contrôle. Cette vidéo traite de cela, comment retrouver le respect, le désir et l'équilibre émotionnel sans supplier, sans discuter, sans rien prouver. Il s'agit de revenir au centre, de faire ressentir à l'autre ton absence comme une présence impossible à ignorer. Chaque distance bien calculée éveille la pensée. Chaque silence prolongé rouvre des blessures que l'on croyait fermées. Ici, tu comprendras comment le contrôle émotionnel devient ta meilleure défense. Tu apprendras à utiliser la froideur, le calme et le retrait stratégique comme signe de force, non de faiblesse. Parce que pendant que d'autres agissent à partir de l'émotion, tu agiras à partir de l'esprit. L'absence n'est pas une fin, c'est le début de la domination. Quand tu sais quand partir, quand te taire et quand revenir, tu n'es plus une partie du jeu, tu es celui qui le dirige. 1. Disparaître avec stratégie. Le véritable contrôle ne se démontre pas par la présence, mais par la capacité de se retirer sans trembler. L'absence est comme une ombre qui, en disparaissant, fait que tout le monde cherche d'où venait la lumière. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de partir quand ils veulent encore que tu restes. Disparaître n'est pas se rendre, c'est bouger l'échiquier sans prévenir, c'est transformer ton silence en un message que l'autre personne ne peut pas s'empêcher d'interpréter. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, celui qui sait quand se taire et quand disparaître devient impossible à oublier. Disparaître avec stratégie, ce n'est pas disparaître complètement, mais le faire avec intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de bloquer, de fuir ou de feindre l'indifférence, mais de créer une pause qui a du sens, une absence qui parle pour toi. C'est le moment où tu enseignes à l'autre que ton énergie n'est pas disponible pour celui qui ne la valorise pas. Quand tu t'éloignes avec dignité, tu forces l'autre personne à affronter le vide que tu remplissais sans effort auparavant. Tu ne le fais pas pour punir, mais pour équilibrer. Parce que le pouvoir ne se récupère pas avec des mots, il se récupère avec de la distance. La clé est de disparaître avec un but, pas avec un élan. Si tu le fais par colère, tu perds le contrôle. Si tu le fais par calcul, tu récupères tout. Chaque absence doit être un mouvement réfléchi, un retrait qui suscite la curiosité, pas le mépris. Celui qui disparaît avec stratégie ne cherche pas à attirer l'attention, il cherche à récupérer le respect. Et quand le respect revient, le désir suit. Parce que l'esprit humain craint ce qu'il ne peut comprendre. Et rien ne confond plus qu'une personne qui se retire sans explication, sans drame, sans laisser de traces de besoin. Disparaître stratégiquement signifie aussi te prioriser. C'est te retirer pour reconstruire ton centre, pas pour attendre un message. C'est te concentrer sur ta croissance, ton calme et ton énergie. Le silence n'affecte pas seulement l'autre, il te renforce aussi. Dans cette distance, tu apprends à vivre sans dépendre, à profiter de ton espace et à comprendre que celui qui n'a pas su te valoriser n'a pas à avoir à nouveau accès à toi. Ton absence est ton filtre. Elle sépare le superficiel de l'essentiel. Quand tu disparais avec conscience, l'équilibre change. Tu cesses d'être celui qui poursuit et tu deviens celui qui est manqué. Ton silence commence à avoir du poids. Ton absence de réaction devient une intrigue, et ce qui était autrefois une habitude devient maintenant une incertitude. Dans l'esprit de l'autre, la question constante « Pourquoi est-il parti ?» devient un écho qui ne s'éteint pas. Et là, dans cet écho, tu récupères le pouvoir que tu avais cédé. La stratégie n'est pas de partir pour manipuler, mais de le faire parce que tu as compris que rester te fatigue. C'est un retrait qui ne cherche pas la vengeance, mais à restaurer ta valeur. Quand tu t'éloignes avec sérénité, l'autre personne ressent la différence entre quelqu'un qui disparaît par fierté et quelqu'un qui le fait par maîtrise de soi.
Ce calme, cette assurance silencieuse, c'est ce qui frappe le plus. Parce que rien ne déconcerte plus que celui qui n'a pas besoin de s'expliquer. Disparaître avec stratégie est une leçon de respect envers toi-même et une démonstration de maîtrise de soi envers les autres. C'est dire « je choisis quand je participe et quand je me retire ». C'est comprendre que parfois perdre le contact n'est pas perdre la connexion. C'est laisser le silence parler pour toi, avec plus de force que n'importe quel discours. À la fin, celui qui sait partir sans drame et revenir seulement quand il décide, non seulement récupère son pouvoir, mais laisse aussi une marque qui n'est pas oubliée. 2. Utilise le silence comme une arme. Le silence est comme une lame tranchante, invisible et précise. Il ne crie pas, il ne se défend pas, mais il coupe avec plus de force que n'importe quel mot dit au mauvais moment. Quand tu apprends à l'utiliser, tu cesses de réagir et tu commences à dominer. Parce que dans les relations, celui qui se tait en premier ne perd pas toujours. Parfois, il observe simplement comment l'autre se révèle sans s'en rendre compte. Le silence n'est pas vide, il est pouvoir contenu. C'est la pause qui change le rythme du jeu. Chaque mot a un coût émotionnel, et celui qui apprend à économiser cette dépense inutile devient immunisé contre le chaos. Quand tu te tais, tu ne deviens pas faible, tu deviens imprévisible. L'esprit humain ne supporte pas les vides, et c'est ce qui fait du silence une arme psychologique si efficace. Face à ton absence de réponse, l'autre commence à remplir les espaces avec ses propres insécurités, doutes et regrets. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, il suffit de laisser son esprit travailler à ta place. Utiliser le silence ne signifie pas ignorer, mais communiquer depuis le contrôle. C'est savoir que parfois ne pas répondre est la réponse la plus puissante. Dans une discussion, celui qui se tait ne se rend pas, il se protège. Et dans une relation, celui qui sait garder le silence après avoir été blessé démontre une maîtrise émotionnelle qui déconcerte. Parce que la plupart agissent à partir de la réaction, tandis que toi, tu choisis à partir de la stratégie. Chaque seconde que tu te tais, tu renforces ta position. Il y a des moments où parler ne fait que t'affaiblir, t'expliquer trop, justifier tes décisions ou essayer de tout éclaircir ne fait que donner du pouvoir à l'autre pour te questionner. Le silence, en revanche, ferme des portes sans avoir besoin de les fermer physiquement. Il marque une limite sans élever la voix. C'est dire à l'autre « tu ne mérites plus l'accès à mes pensées ». Et ça, plus que n'importe quel argument, ça fait mal. Parce que ce qui ne peut être entendu est imaginé. Et ce qui est imaginé a toujours plus de force que ce qui est dit. Le silence est aussi une forme de présence. Il est là, remplissant l'espace, faisant ressentir ton absence sans prononcer un mot. C'est ce message que tu n'envoies pas, cet appel que tu ne fais pas, ce geste que tu choisis de ne pas répéter. Tout cela a du poids. C'est le reflet d'un esprit discipliné qui n'agit pas par impulsion. Alors que les autres réagissent pour prouver quelque chose, tu restes tranquille, laissant l'incertitude faire son travail. Contrôler le silence, c'est savoir quand parler et quand se retirer de la conversation. Il ne s'agit pas de punir, mais de fixer les règles de l'échange. Si quelqu'un te parle avec mépris, ton silence lui renvoie un miroir. Si quelqu'un essaie de te provoquer, ton calme lui montre sa propre instabilité. Le silence ne cherche pas la vengeance, il cherche l'équilibre. Parce que quand tu ne donnes pas d'explication, l'autre personne est obligée de faire face à la sienne. Le pouvoir du silence réside dans son ambiguïté. Personne ne peut savoir si tu te tais par force ou par désintérêt. Et cette incertitude devient ton avantage. C'est le terrain où l'esprit de l'autre commence à travailler contre lui-même. Il commence à se demander s'il t'a perdu, si tu vas bien, si tu te soucies de lui ou s'il n'y a plus rien à dire. Et ce doute, répété encore et encore, se transforme en obsession. Apprendre à utiliser le silence comme une arme est une pratique de l'autocontrôle. C'est arrêter de parler quand les mots ne servent plus et arrêter d'expliquer quand l'autre n'écoute plus. C'est le langage du respect de soi et de la maîtrise émotionnelle. Il n'y a pas d'impact plus grand que celui d'une voix qui décide de se taire, parce que quand le bruit disparaît, il ne reste que l'écho de ce que tu as fait ressentir. Et cet écho, si tu le gères avec précision, peut être plus puissant que n'importe quel discours.
3. Crée un vide inoubliable. L'impact réel n'est pas laissé par celui qui reste, mais par celui qui sait partir en laissant suffisamment d'espace pour que l'autre ressente son absence dans chaque coin. Le vide est un écho qui ne s'éteint pas, une ombre qui rappelle ce qui n'est plus. Quand quelqu'un te prend pour acquis, ton silence et ta distance deviennent sa nouvelle obsession. Non pas parce que tu le cherches, mais parce que l'esprit humain ne supporte pas de perdre ce qu'il croyait sûr. Et ce vide que tu laisses, si tu le gères intelligemment, devient le cadre parfait où l'autre est confronté à son propre reflet. Créer un vide inoubliable n'est pas disparaître sans sens, c'est le faire avec un but. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt, ni de jouer avec les sentiments, mais de montrer que ta présence était un privilège, pas une habitude. Chaque interaction que tu as retirée, chaque geste que tu ne répètes plus, chaque message que tu décides de ne pas envoyer, construit cet espace psychologique où l'autre commence à se demander ce qui a changé. Et c'est là que commence ton pouvoir. Parce qu'il n'y a rien de plus perturbant que de remarquer l'absence de quelque chose qui semblait auparavant insignifiant. Le vide que tu crées doit avoir une intention claire, marquer la limite entre ce que tu étais et ce que tu ne seras plus jamais. C'est un rappel silencieux que tu n'es pas disponible pour l'indifférence. Quand tu disparais sans rancune, sans drame, sans préavis, tu ne te retires pas seulement de sa vie, tu t'installes aussi dans son esprit. Le silence prolongé commence à peser, les souvenirs deviennent plus intenses et chaque tentative d'oublier renforce ta présence. Le vide travaille en ta faveur, car il n'y a pas de défense possible contre ce qui ne peut plus être obtenu. La plupart essaient de combler le vide avec du bruit, des mots, des explications qui ne font que s'épuiser. Pas toi, tu crées de l'espace. Tu le fais pour permettre à l'autre de sentir le contraste entre ton énergie et le néant qui reste après. Et pendant que son esprit cherche des réponses, tu te reconstruis. Le vide que tu crées à l'extérieur devient une expansion intérieure. Tu récupères du temps, de la concentration, du calme. Tu arrêtes de te battre pour l'attention et commences à canaliser cette force vers toi. Et cela, sans le dire, se perçoit. Parce que celui qui se retrouve avec lui-même, après une absence, projette un pouvoir qui n'a pas besoin d'être expliqué. Le vide inoubliable ne naît pas du mépris, mais du contrôle émotionnel. C'est une décision froide, calculée et ferme. C'est regarder la situation clairement et comprendre que continuer à insister est céder du pouvoir. Il ne s'agit pas de faire souffrir, mais de montrer par des actes que tu ne participes plus à quelque chose qui ne te respecte pas. L'autre peut le nier, prétendre qu'il ne s'en soucie pas, se distraire, mais dans son esprit, quelque chose reste. Un malaise, une pensée répétée, un doute qui ne disparaît pas. C'est la graine que tu as plantée en créant de la distance. L'important est de ne pas briser le silence avec des impulsions. Chaque message envoyé depuis l'anxiété détruit l'impact du vide. Le pouvoir ne se maintient que si tu es capable de résister à l'envie de revenir trop tôt. Le vide ne s'impose pas, il se fait sentir avec patience. C'est l'attente stratégique, la pause qui permet à l'absence de devenir un souvenir. Parce que pendant que l'autre essaie de combler son propre vide, tu apprends à vivre sans lui, à trouver du plaisir dans ton indépendance. Et cette différence émotionnelle marque le changement de rôle. Quand tu maîtrises l'art de créer un vide inoubliable, tu ne cherches plus la validation, tu la provoques. Tu ne mendis plus l'attention, tu la génères. L'autre commence à percevoir ton silence comme une présence constante, une pensée qui interrompt son calme. Et tout ce qu'il prenait pour acquis devient une perte. 4. Garde ton sang-froid émotionnel. Le feu de l'émotion est capable de détruire en quelques secondes ce que l'esprit a mis des années à construire. Dans chaque relation, il y a un moment où tout en toi te pousse à réagir, à répondre, à montrer ce que tu ressens, mais le véritable pouvoir réside dans la résistance à cette impulsion. Le sang-froid émotionnel ne signifie pas ne pas ressentir, cela signifie choisir quand, comment et avec qui cela en vaut la peine. C'est regarder le chaos devant toi et garder ton pouls stable. Garder son sang-froid émotionnel est un art qui se maîtrise avec discipline. Il s'agit de ne pas donner tes réactions à celui qui cherche à te contrôler.
Les gens ont tendance à tester tes limites avec des gestes, des silences ou des provocations, espérant te voir perdre le contrôle. Lorsqu'ils n'y parviennent pas, lorsque tes émotions restent sous clé, ils commencent à perdre du pouvoir sur toi. À ce moment-là, l'énergie change et celui qui te dominait auparavant commence à se sentir vulnérable. Non pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de ce que tu n'as pas donné. Il ne s'agit pas de devenir une pierre, mais de comprendre que l'émotion mal dirigée devient une faiblesse. Le sang-froid émotionnel est le mur qui protège ta dignité. Tu n'agis pas par colère, ni par désir de vengeance, mais par clarté. Chaque mot que tu choisis de ne pas dire, chaque réaction que tu décides de contenir, chaque message que tu n'envoies pas, construit ta force intérieure. Et cette force se remarque. Elle se perçoit dans ton ton, dans ton silence, dans ton regard qui ne cherche plus l'approbation. Au moment où tu cesses de réagir, tu te libères. Parce que la plupart des gens ne cherchent pas l'amour, ils cherchent le contrôle. Ils veulent voir que tu es toujours affecté, que tu es toujours attaché, que tu te soucies toujours. Et quand ils n'arrivent plus à te provoquer, quand ils perçoivent ce calme inébranlable, ils commencent à faire face à leur propre vide. Le contrôle psychologique ne naît pas des mots, mais des émotions régulées. Le sang-froid émotionnel désarme parce qu'il ne donne pas de signes, n'offre pas de réponse, n'ouvre pas les portes au jeu de l'ego. Être émotionnellement froid ne signifie pas être indifférent. Cela signifie avoir suffisamment de maîtrise pour ne pas perdre le focus. Alors que d'autres se noient dans les impulsions, tu restes ferme. Tu es le centre de gravité au milieu du chaos. Le calme devient ton langage et ta neutralité une menace pour celui qui se nourrit du drame. C'est la différence entre réagir et contrôler. Lorsqu'une personne te provoque et n'obtient pas de réponse, son esprit commence à travailler seul, imaginant des scénarios, interprétant des silences, craignant ce qu'il ne peut pas lire. C'est l'essence du contrôle émotionnel, rester imperturbable alors que tout autour cherche à te déstabiliser. Et cela ne se fait pas en feignant. Cela se fait en comprenant que ton énergie est précieuse, que tout ne mérite pas une réponse, que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta paix. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'énerver, tu dis au monde que ton équilibre ne dépend de personne d'autre. C'est la base du respect. Le sang-froid émotionnel ne t'éloigne pas des autres. Il te rapproche de toi-même. Tu apprends à observer sans réagir, à écouter sans absorber, à ressentir sans t'effondrer. L'émotion est toujours là, mais elle ne te contrôle plus, parce que l'esprit a appris à la gouverner. Et quand cela arrive, tu deviens imprévisible, inaccessible, puissant. Parce que le calme dans un monde impulsif n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autorité. Garder son sang-froid émotionnel est plus qu'une défense, c'est une déclaration de maîtrise personnelle. C'est savoir qu'à chaque fois que tu ne t'énerves pas, tu gagnes. Parce que celui qui contrôle ses émotions contrôle le résultat, contrôle la perception et surtout contrôle son propre destin. L'esprit qui maîtrise son feu n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il reste simplement ferme, regardant les autres se consumer. 5. Devenez un souvenir éternel. Il y a des présences qui disparaissent du corps, mais restent dans l'esprit comme une marque impossible à effacer. Tous les souvenirs ne s'estompent pas. Certains deviennent des cicatrices émotionnelles. Et celui qui sait comment en laisser une n'a pas besoin d'insister ni de revenir. Devenir un souvenir éternel ne consiste pas à manipuler, mais à construire une image si solide, si authentique, que même le silence la maintient vivante. L'esprit ne se souvient pas de ce qui est constant. Il se souvient de ce qui laisse une empreinte, de ce qui marque, de ce qui part au bon moment. Devenir un souvenir éternel signifie comprendre la psychologie du contraste. Les gens s'habituent rapidement à ce qui est toujours disponible. Le quotidien devient invisible, le fréquent se dilue, le prévisible s'oublie. C'est pourquoi le pouvoir réside dans le mélange précis entre présence et absence, entre montrer et disparaître. Il ne s'agit pas d'être toujours là, mais de savoir quand partir et comment le faire pour que ton absence génère du poids, pour que ce que tu laisses derrière toi devienne une sensation difficile à remplacer. La clé est simple mais puissante. Chaque interaction que tu as doit avoir une intention.
Ne parle pas pour parler, n'agis pas par impulsion. Sois sélectif avec tes mots, tes gestes et tes réactions. Laisse chaque moment avec toi avoir une nuance différente, quelque chose que l'autre personne ne peut pas trouver facilement ailleurs. Ce qui se répète ennuie, ce qui est unique se mémorise. Ta façon de regarder, ton ton de voix, le calme que tu maintiens quand tout est en désordre, c'est ce qui reste gravé. Parce que la mémoire émotionnelle ne se souvient pas des faits, elle se souvient de comment tu l'as fait sentir. Devenir un souvenir éternel n'est pas être présent à tout moment, mais être si profondément connecté à l'expérience de quelqu'un que même ton silence l'accompagne. Quand quelqu'un pense à toi sans savoir pourquoi, quand quelque chose de quotidien lui rappelle ta façon de parler, quand un lieu ou une chanson éveille ton image sans que tu sois mentionné, alors tu as réussi à maîtriser le terrain psychologique de la mémoire. Cela implique aussi de te retirer avec élégance. On ne peut pas laisser une empreinte profonde si on part avec du drame. L'esprit bloque le chaotique, mais idéalise le serein. Quand tu te retires sans colère, sans explications inutiles, sans rancune, tu crées un espace propre où la nostalgie s'installe sans résistance. Et dans cet espace, ton souvenir se multiplie. Il n'y a rien de plus puissant que le calme de celui qui a su partir sans perdre sa dignité. Cette sérénité est ce qui fait le plus mal, car elle laisse l'autre sans clôture, sans réponse, sans la possibilité d'effacer ton image. Pour devenir un souvenir éternel, tu dois maîtriser l'équilibre entre mystère et clarté. Ne révèle pas tout, ne te montre pas complètement. Laisse l'autre imaginer ce que tu n'as pas dit. Le mystère maintient l'esprit de l'autre en vie, l'oblige à combler les vides, à penser à toi encore et encore. C'est un effet psychologique simple. L'incomplet génère l'obsession. Celui qui te comprend complètement t'archive. Celui qui sent qu'il ne t'a pas encore déchiffré te maintient présent. Le secret final est de vivre avec une telle authenticité que ton absence ne peut pas être remplacée. Que ta façon de parler, de regarder, d'agir soit si cohérente qu'il n'y ait pas de réplique possible. Les gens oublient les apparences, mais ils n'oublient jamais l'énergie qui a changé leur façon de voir les choses. Et si tu réussis cela, tu n'as pas besoin de chercher la reconnaissance, car ton souvenir continuera à marcher là où tu n'es plus. Devenir un souvenir éternel est en essence une forme d'immortalité émotionnelle. Il ne s'agit pas de rester physiquement, mais d'habiter dans l'esprit. 6. Contrôler sans qu'ils s'en rendent compte. Le pouvoir le plus efficace est celui qui n'est pas visible. Il n'a pas besoin de s'imposer, on le ressent juste. C'est comme un courant souterrain qui déplace l'eau sans agiter la surface. Contrôler sans être remarqué est le point culminant de la maîtrise émotionnelle et psychologique, où vous ne faites pas d'efforts, mais tout tourne autour de vos mouvements. Celui qui y parvient ne le fait pas par manipulation, mais par intelligence émotionnelle, en comprenant comment fonctionne l'esprit humain et comment le diriger sans montrer les ficelles. Contrôler sans être remarqué signifie abandonner le jeu de l'ego. Vous arrêtez de poursuivre, d'insister, d'expliquer. Et dans ce silence stratégique, l'autre commence à bouger pour vous. Non pas parce que vous le manipulez, mais parce que vous projetez de la stabilité. Le calme exerce plus de pression que n'importe quelle supplication. La sérénité déconcerte ceux qui sont habitués au drame. Et quand vous ne réagissez plus, quand vous ne donnez pas de signaux prévisibles, l'autre commence à se sentir hors de contrôle. Le paradoxe est clair. Le véritable contrôle n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler si bien que les autres ajustent leur énergie à la vôtre. Il ne s'agit pas de parler plus fort ou de montrer sa supériorité. Il s'agit de lire avec précision, d'observer les schémas, de comprendre quand avancer et quand s'arrêter. En psychologie des relations, celui qui comprend le rythme émotionnel a le contrôle. Les gens deviennent prévisibles lorsqu'ils agissent par émotion. Vous devenez indéchiffrable lorsque vous agissez par conscience. C'est pourquoi la stratégie consiste à bouger lentement, calmement, sans montrer d'intention. Chacune de vos actions doit sembler naturelle, mais derrière, il doit y avoir un calcul. Contrôler sans être remarqué signifie aussi maîtriser l'attention. Dans un monde saturé de stimuli, celui qui réussit à faire penser les autres à lui sans être vu, gagne.
L'attention est la nouvelle forme de pouvoir. Ne la demandez pas, ne l'exigez pas, faites en sorte qu'elle soit accordée volontairement. On y parvient non pas en essayant de convaincre, mais en suscitant la curiosité. Lorsque l'autre commence à se demander ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ou pourquoi vous n'agissez plus comme avant, vous dirigez déjà le récit sans dire un mot. Le secret réside dans la cohérence. Vous ne pouvez rien contrôler si vous n'êtes pas cohérent. L'esprit humain détecte la contradiction et perd de l'intérêt. Gardez votre ton, votre rythme, votre calme. Ne promettez rien, ne niez rien, ne confirmez rien. Le mystère est le carburant du contrôle invisible. Lorsque les autres ne savent pas à quoi s'attendre, tout ce que vous faites a plus de poids. Un regard, une pause, un geste minimal peut avoir plus d'impact que n'importe quel discours. Car l'influence la plus forte ne vient pas des mots, elle vient de la présence silencieuse qui laisse place à l'imagination. Contrôler sans être remarqué n'est pas un jeu, c'est une pratique de l'autodiscipline. C'est garder votre centre même lorsque vous êtes provoqué. C'est choisir le moment juste pour parler, le ton précis, la distance nécessaire. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de diriger l'énergie de la situation vers l'équilibre que vous choisissez. Celui qui maîtrise ses réactions a un avantage dans n'importe quel scénario. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer de vous comprendre, vous observez, analysez et décidez. Ce type de contrôle ne cherche pas l'admiration, il cherche le respect. Il émane de la confiance en soi, de la capacité à rester ferme dans ses principes sans s'imposer. Lorsque vous y parvenez, l'environnement répond. L'autre commence à ajuster son comportement, à mesurer ses mots, à modérer son ton. Non pas parce que vous le lui demandez, mais parce que votre présence l'exige. C'est la différence entre manipuler et diriger. La manipulation dépend de la peur. Le leadership invisible naît de la maîtrise. 7. Éveille le désir profond. Le désir ne naît pas du contact, il naît de la distance. C'est comme le feu. Si tu le couvres trop, il s'éteint, mais si tu le maintiens avec de l'air, il brûle avec plus de force. Éveiller le désir profond n'est pas provoquer le besoin. C'est créer une absence calculée qui invite à imaginer, qui maintient la curiosité en vie. Lorsque tu maîtrises cet art, tu ne poursuis pas l'attention. Tu fais en sorte que l'attention te cherche. Tu ne cours pas après la validation. Tu la fais tourner autour de toi sans avoir à bouger un seul doigt. Le désir s'éveille quand quelque chose cesse d'être évident. Plus tu es disponible, moins tu as de valeur. L'être humain a tendance à désirer ce qu'il perçoit comme rare, mystérieux ou difficile à atteindre. Et c'est pourquoi le pouvoir est de ne pas être complètement accessible, de ne pas livrer toutes tes émotions, de laisser des espaces vides pour que l'autre les remplisse avec son esprit. L'imagination est le terrain où le désir grandit, et celui qui la contrôle aussi les émotions des autres. Éveiller le désir n'est pas feindre le désintérêt, mais maîtriser l'équilibre entre proximité et distance. Montrer assez pour maintenir la connexion, mais réserver ce qu'il faut pour rester un mystère. Les gens perdent de l'intérêt lorsqu'ils pensent avoir tout déchiffré. La clé est de laisser des questions ouvertes, de ne pas révéler complètement tes pensées, d'agir calmement sans montrer tes intentions. Cette ambiguïté bien mesurée devient un aimant émotionnel, car ce qui n'est pas complètement compris n'est pas oublié. Le désir profond n'est pas atteint avec des mots doux, mais avec une présence émotionnelle contrôlée. Chaque silence, chaque pause, chaque geste contenu crée un impact qui laisse une trace. Tu n'as pas besoin de dire « tu me manques », il suffit de disparaître au bon moment et de revenir quand l'autre ressent déjà le vide. C'est alors que l'esprit commence à répéter des images, des souvenirs, des moments partagés. Tu ne le fais pas pour manipuler, mais pour retrouver l'équilibre, pour montrer que tu n'as pas besoin d'insister pour être rappelé. La psychologie du désir repose sur une règle simple. Ce que l'on ne peut pas avoir est idéalisé. Et tu dois apprendre à représenter cela non pas avec arrogance, mais avec autodiscipline. Le désir que tu éveilles chez l'autre sera toujours proportionnel à la valeur que tu projettes sur toi-même. Si on te perçoit comme ferme, cohérent et calme, tu deviens une figure mentale stable. Si on te voit dans le besoin, tu perds tout effet. C'est pourquoi, avant d'éveiller le désir chez les autres,
tu dois d'abord apprendre à générer du respect pour toi-même. Le respect est la racine de l'attraction durable. Il y a aussi du pouvoir dans la lenteur. Dans un monde accéléré, où tout est montré et offert instantanément, celui qui se déplace lentement, qui prend son temps, se distingue. Ton rythme lent devient un symbole de contrôle, un signe que tu n'es pas gouverné par les impulsions. Ce calme, cette capacité de ne pas agir par anxiété, c'est ce qui crée vraiment le désir. Parce que l'esprit associe le contrôle à la valeur, et ce qui est précieux est toujours plus désiré. Éveiller le désir profond n'est pas un jeu de manipulation, c'est une expression de maturité émotionnelle. C'est savoir que le désir ne se demande pas, il se provoque intelligemment. Il s'agit de montrer que ton énergie ne se donne pas à n'importe qui, que tu n'es pas disponible pour tout ni pour tous. Cette sélectivité élève ta valeur naturellement. L'autre commence à comprendre que t'avoir près de lui n'est pas un droit, mais un privilège. Et quand quelque chose est perçu comme un privilège, on en prend soin. 8. Retour du pouvoir. Revenir après être parti n'est pas revenir au même endroit, c'est se présenter comme une nouvelle version qui n'a plus besoin d'approbation. Le retour n'est pas physique, il est symbolique. C'est la manifestation de la croissance interne qui s'est produite en silence pendant que l'autre pensait avoir perdu. Revenir du pouvoir signifie montrer que ton absence n'était pas un retrait faible, mais une transformation calculée. C'est réapparaître avec le calme de celui qui ne cherche plus rien, parce qu'il a tout trouvé en lui. Chaque personne qui s'éloigne laisse un écho, mais seuls quelques-uns reviennent avec une présence. Celui qui revient du pouvoir ne le fait pas pour prouver qu'il a gagné, mais pour confirmer qu'il ne rivalise plus. Il n'a plus besoin de validation, il n'attend plus de réponse. Sa seule énergie transmet l'équilibre. La différence se voit dans les gestes, dans le regard, dans la manière dont il ne réagit plus de la même manière. La personne qui tremblait autrefois par peur de perdre observe maintenant avec sérénité, consciente que le véritable contrôle réside dans le non-besoin. Le retour doit être subtil, sans annonce ni explication. Il ne s'agit pas de se montrer avec fierté, mais avec présence. Le véritable pouvoir ne se crie pas, il se perçoit. Et quand tu réapparais avec un ton différent, avec une énergie plus contrôlée, l'environnement le ressent. Celui qui t'a sous-estimé commence à se demander comment tu as réussi à changer. Cette confusion est ta victoire silencieuse. Le respect, qui était autrefois refusé, commence à surgir sans que tu aies à l'exiger. Parce que le pouvoir n'est pas dans le fait d'être rappelé, mais dans le fait de revenir transformé en quelqu'un qui ne peut plus être ignoré. Revenir du pouvoir implique aussi de ne pas revenir avec les mêmes intentions. Tu ne reviens pas pour réclamer, ni pour chercher des réponses, ni pour demander justice. Tu reviens avec la certitude de ne rien avoir besoin. Cette neutralité est ce qui désarme. Lorsqu'il n'y a plus d'émotion qui peut être utilisée contre toi, lorsqu'il n'y a plus d'attachement qui peut être manipulé, tu reprends le contrôle absolu. La personne qui a appris à s'éloigner avec dignité et à revenir sans rancune domine la scène émotionnelle. Parce que le plus grand pouvoir n'est pas dans la fuite ni dans le fait de rester, il est dans le choix de quand le faire sans que l'émotion interfère. Le retour, s'il est véritable, doit naître de ta force, non de ton vide. Si tu reviens en cherchant de l'attention, tu perds l'effet. Mais si tu reviens de la plénitude, tu projettes du mystère, et le mystère suscite le respect. Les gens sentent quand quelqu'un a changé à la racine, pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il irradie. Ton silence se sent différent. Tes mots pèsent plus, tes limites se voient sans que tu aies à les expliquer. Tu n'es plus le même, et cela se perçoit sans effort. Tu n'as pas besoin que l'autre reconnaisse ta transformation, parce que le changement authentique ne cherche pas d'applaudissements. Le simple fait de te voir calme, stable et concentré suffit pour que l'environnement comprenne que tu as évolué. Le pouvoir qui était autrefois à l'extérieur est maintenant en toi. Et cela se reflète dans chaque interaction. Alors que d'autres sont encore pris dans les jeux émotionnels, tu te déplaces avec stratégie, sans démontrer, sans expliquer, sans insister. Ce calme contrôlé est ta nouvelle forme d'autorité.
Revenir du pouvoir, c'est fermer le cycle sans mots, mais avec présence. C'est revenir sans l'intention de récupérer, mais de confirmer que tu as surmonté. C'est regarder ce qui t'affectait autrefois et ne pas ressentir le même impact. Cette distance émotionnelle est ta médaille. C'est la preuve que le processus d'absence, de silence et de froideur n'était pas pour punir, mais pour évoluer. Lorsque tu reviens du pouvoir, tu ne cherches plus à impressionner, tu existes simplement avec authenticité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.